c'est pour mon peuple que j'écris. Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue. Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi? Là, tu n'as pas de choix, parce que sans toi, rien de ce que je fais ne suffit. Oui, c'est pour ce peuple qui prie, pour ce peuple je m'écris. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon les géographies où vous vous situez. Donc vous êtes bien sûr sur la chaîne de CGB 24 TV Universel et bien sûr nous vous présentons votre émission Œil sur la politique. Nous recevons aujourd'hui et ce soir l'ancien ministre des Zones économiques spéciales, monsieur Alain Akwala. Alors, nous savons bien sûr que vous avez occupé, comme je l'ai dit tout à l'heure, des hautes fonctions au sein du gouvernement congolais. Vous avez été ministre de la Communication et en même temps porte-parole du gouvernement, je crois c'est de 2002 à 2009, si je ne me trompe pas. Exact. Et puis de 2009 à 2015, vous avez été ministre des Zones économiques spéciales, puis de 2016 à 2017. Okay. Et depuis lors, vous êtes toujours dans, je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous faites, mais c'est les Congolais et aussi les peuples africains qui vont découvrir ce que vous êtes devenu après ce mandat. Alors, la première question que j'aimerais vous poser ici, c'est les questions des zones économiques spéciales. Quel est votre bilan, hein, parce que je vais commencer certainement avec cette question, parce que de nombreux Congolais, je vois sur ce que j'écoute, ce que j'entends un peu partout, quel a été votre bilan sur les zones économiques spéciales. Je suis sûr peut-être que la zone économique spéciale, ce ministère a commencé avec vous, à moins que je me trompe, et nous aimerions savoir qu'est-ce que vous avez fait pendant votre bilan, pendant votre mandat, bien sûr. Très bien. Bon, je vous remercie de me recevoir, parce que je vais avoir la possibilité de pouvoir m'exprimer à toute votre audience qui est essentiellement, j'allais dire, nord-américaine. Nord-américaine. Voilà. Et donc c'est une première pour moi. Et donc je profite pour l'occasion pour vous remercier. Et puis saluer tous ces compatriotes de la diaspora au Canada, aux États-Unis et ailleurs, et qui quelque part portent un peu l'âme et l'esprit des Congolais. Bon, vous savez, je suis arrivé en politique par hasard, hein. C'était pas le rêve de ma vie. Le rêve de ma vie, quand je suis rentré à Brazzaville, début 92, c'était de créer ma société, hein, qui faisait du conseil en marketing et du conseil en communication. Et pour cela, je dois dire que ça n'a pas été une chose facile, mais j'ai pu, dans mon itinéraire, rencontrer un certain nombre de personnes qui ont permis à ce que je considérais comme étant le rêve de ma vie se réalise, notamment à commencer par M. Dekamo Camara, qui m'avait reçu quand je suis rentré. Ensuite, j'ai été reçu par Madame Lipouma Sana, qui l'avait succédé. M. Bissila, qui était le DGP de l'ONPT, et c'est là que j'ai eu mon premier contrat au niveau de l'ONPT pour réaliser l'annuaire téléphonique du Congo. Monsieur Balou, qui était à l'ARC, donc Assurance et Réassurance du Congo, où j'ai travaillé là-bas dans le cadre de la libération du secteur des assurances au niveau de l'Afrique centrale. Il fallait donc préparer la mise en place d'une équipe marketing et en même temps transformer un service qui était un service commercial et technique en une direction marketing, avec une opération de recrutement d'à peu près 90 jeunes qui allaient constituer la force de vente donc, des assurances et réassurances du Congo, avec une formation. Ensuite, Mireille Lissouba, lorsque je suis recruté par la Banque mondiale au comité de privatisation, donc de 95 à 97, jusqu'à ce que, évidemment, la
la tragédie que nous avons tous connue se soit produite. Donc, ministre de la Communication, de manière inattendue, parce que je n'ai jamais été consulté, en fait, pour me retrouver à ce poste-là. Donc, c'est la volonté absolue du président Denis Sassou Nguesso, que je remercie, parce qu'il m'a permis quand même de vivre des choses assez passionnantes du point de vue de ma petite vie. C'était après la guerre de 97. Exact. Et donc, les zones économiques spéciales, il est difficile d'en faire un bilan, si j'ose dire. Mais il faut quand même se replacer dans le contexte. C'est dans le projet de société bâti sur une vision du président, la Nouvelle Espérance, où il fallait moderniser et industrialiser le pays. Donc, fort de mon expérience en tant qu'étudiant en France, j'ai travaillé dans un cabinet qui redressait des entreprises en difficulté à Nancy. Ensuite, j'étais directeur commercial dans une usine textile. Je suis revenu au Congo, j'ai créé ma société, Contra Banque Mondiale, et le président estimait que j'avais le potentiel culturel pour pouvoir donc promouvoir cette idée. Et donc j'ai eu l'honneur de diriger ce ministère. Donc, il fallait d'abord asseoir ce ministère du point de vue de ses textes. Ensuite, commencer à labourer le champ des expériences extérieures et surtout celles qui ont réussi. Et donc ce qui m'a conduit à l'île Maurice, à l'époque c'est M. Ramoulam qui était Premier ministre. À M. Ramoulam, je lui dis, mais généralement nos pays, nous recevons des investisseurs qui, dans une stratégie de déploiement mondial, savent pourquoi ils vont en Afrique, pourquoi ils viennent dans nos pays, ils savent pourquoi ils viennent investir et ce que ça va leur rapporter. Mais pourquoi est-ce que nous, les Africains, nous ne sommes pas capables de faire la même chose? Et donc, j'ai donc dit à M. Ramoulam, moi ce que j'aimerais, c'est que dans ce processus d'ouverture de notre économie, à la composante la plus dynamique de l'économie mondiale, qui est donc l'investissement privé, il fallait que le Congo sache quelles sont les filières que nous pouvions développer, qu'est-ce qu'elles pouvaient nous emmener en termes de création d'emplois, donc formation, qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir comme impact sur la création de la richesse nationale, à partir de la transformation des chaînes de valeur de chaque filière industrielle, et ensuite, quelle serait l'évolution démographique, parce que autour de ce concept, il y aurait la création de nouvelles villes pour pouvoir, dans la vision du président Sassou, arriver à construire l'intégration de notre nation pour que vous qui êtes ici au Canada pouviez trouver du travail à Ouesso, vous y installer, trouver l'amour, vous marier, faire votre vie et puis la finir, tout en ayant comme origine par votre naissance, ça peut être Brazzaville, ça peut être Kinkala, ça peut être Sibiti. Donc, je fais le tour du monde. Accord avec l'île Maurice. Ensuite, il m'introduit à Singapour, où je me rends là-bas au premier forum Afrique-Singapour, parce que pour Singapour, compte tenu, si vous voulez, de la vision prospective ou des études prospectives du futur économique du monde, l'impulsion que la Chine a donnée à la croissance économique de l'Asie, ou du rôle économique de l'Asie, avait automatiquement pour pendant le continent africain. Continent africain, au cœur, si vous voulez, de l'Afrique centrale, du bassin du Congo, notre pays, avec le seul port en eau profonde du golfe de Guinée. Et ce port est en réalité la première richesse de notre pays. Ce n'est pas le pétrole. C'est la première richesse de notre pays, c'est ce port. Un port qui donne à travers un réseau
de chemin de fer sur le deuxième fleuve le plus puissant du monde et le premier du continent africain, qui, à l'époque coloniale, avait été construit, je parle du chemin de fer, par le colon. Parce que si vous regardez la carte de tous les chemins de fer de la planète, nous sommes, je crois, le seul pays à avoir un chemin de fer qui part d'un port en eau profonde, de la capitale économique pour donner sur la capitale politico-administrative et qui ouvre sur un fleuve et qui en réalité permet, jusqu'ici de manière un peu informelle, de toucher la RDC. Or, dans une vision d'une économie intégrée, en se projetant sur les 10, 15, 20 prochaines années, nous pouvions toucher non seulement la RDC, qui est un pays semi-enclavé, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, une zone d'à peu près 200 à 250 millions d'habitants. Ça, c'est la vision de l'Afrique de demain. Et donc, sur Singapour, il y a un accord et on se lance dans des études de faisabilité, mais qui nous permettent en même temps de mettre en place toute l'architecture juridique qui donc allait permettre au monde de découvrir le cadre juridique et réglementaire régissant les zones économiques spéciales. Et donc, c'est un soubassement, c'est une fondation capitale. C'est à partir de là que vont se décliner les accords de partenariat stratégique avec la Chine, avec l'île Maurice, avec Singapour, mais beaucoup plus celui de la Chine, qui est un pays, on le constate aujourd'hui, va crescendo, prendre de l'ampleur au niveau de l'économie mondiale. Donc les bases sont là, les partenaires sont là, parce que avoir réussi à séduire et à contractualiser un partenariat aussi important que celui de la Chine, ce n'est pas une mince affaire. Et pourquoi ce partenariat avec la Chine? Mais c'est parce que il était indispensable, d'après les instructions du président à l'époque, que nous ayons des études de faisabilité qui devaient être faites par une signature dont la qualité est mondialement reconnue. Voilà pourquoi il y a eu Singapour qui s'est lancé dans cette étude de faisabilité, et chemin faisant, je découvre que les 4 premières zones économiques spéciales, Shenzhen, Xiamen et puis 2 autres dont j'ignore, surtout Shenzhen qui est très emblématique, ont été réalisées dans le cadre d'un partenariat entre Lee Kuan Yew et Deng Xiaoping. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, il y a une zone économique qui s'appelle celle de Suzhou, qui est le fruit d'un partenariat entre la Chine et Singapour. Et donc, fort de cette qualité d'études, les Chinois ont considéré que nos études étaient crédibles, parce qu'elles portent sur les aspects économiques, économétriques, infrastructurels, industriels, démographiques. Et c'est ainsi que nous sommes, vous suivez l'actualité, en passe, normalement, de voir cette zone, celle de Pointe-Noire en l'occurrence, démarrer. Mais il est vrai que j'ai ce petit regret, mais c'est ainsi, de ne pas avoir pu faire lancer
les travaux de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Mais bon, tout ne peut pas être parfait. Oui. Donc, l'État étant une continuité, alors j'espère que mon successeur, dans l'intérêt du pays, arrivera justement à faire démarrer ce processus. Mais nous avons, il faut le dire, un avantage concurrentiel considérable. Vous savez, Pointe-Noire, à travers le port, montre que les études bathymétriques, c'est-à-dire les études des profondeurs de l'océan et de la mer, montrent que nous sommes à même d'avoir un tirant d'eau d'à peu près 16 à 18 mètres, ce qui est important. Oui. Donc ça veut dire que les plus grands navires, les plus grands cargos du monde peuvent accoster à Pointe-Noire. Et ça, c'est un avantage concurrentiel à vie. Donc mon bilan, je ne peux pas dire que j'en suis satisfait, mais ce qui est certain, c'est que le processus a été lancé. Et aujourd'hui, compte tenu de notre situation économique, il est plus qu'urgent, non seulement d'engager des réformes structurelles sur le plan économique, et en même temps lancer ce processus de diversification de notre économie à travers justement cette zone économique spéciale de Pointe-Noire qui, elle, a un potentiel de création d'emplois d'à peu près, d'ici à 2032, d'à peu près 75 000 emplois indirects et directs, qui peut générer en termes d'impact sur le PIB environ, d'ici horizon 2032, à peu près 2 milliards et demi de dollars par an, lorsqu'on sait que notre endettement global est d'à peu près 9 milliards, et si vous avez une zone économique spéciale qui peut générer en vitesse de croisière à peu près de 2,5 milliards de dollars par an, donc ça montre quand même que c'est vrai, on a une situation macroéconomique difficile, mais elle n'est pas insoluble. D'accord. Mais le projet tel que vous l'avez présenté tout à l'heure, il est intéressant. Il est intéressant à vous entendre parler. Le problème, c'est que c'est la population qui ne ressent absolument rien de tout ce que vous avez dit. Quand je dis que la population ne reçoit absolument rien, c'est-à-dire que de façon concrète, ils n'ont pas vu les fruits de ce projet-là. Peut-être que ça va venir avec ce que vous avez dit. Ça viendra. Ça viendra avec la continuité de l'État, tel que vous avez dit. Mais j'ai une question qui consiste un peu. Les zones économiques spéciales que vous avez choisies, il y a 4 grandes zones. La zone de Pointe-Noire, la zone de Brazzaville. Ouesso, Oyo-Lobo, Brazzaville et Pointe-Noire. Alors, j'ai une question concernant cette zone de Pointe-Noire. Vous avez cité le cas des villes de Shenzhen, les cas des villes côtières surtout de la Chine, où en fait c'était des zones qui ont lancé tout simplement l'essor, c'est-à-dire l'ouverture de la Chine vers l'extérieur. Le succès de la politique de réforme d'ouverture engagée par Deng Xiaoping. Très bien. Maintenant, quand on essaie un peu de voir la même structure, la même manière dont les Chinois ont lancé le processus des zones économiques spéciales, il est possible aussi de le faire au niveau du Pointe-Noire. En fait, si je vous ai posé cette question, c'est le fait de choisir seulement la zone de Pointe-Noire, alors que tous les Kouilou, nous sommes au bord de l'océan. On peut aussi mettre, ou soit encore créer d'autres ports, des ports en eau profonde, tout le long du littoral de la région du Koulou, afin que toutes les zones qui seront créées à l'intérieur du territoire puissent aussi évacuer facilement les produits, parce que le port de Pointe-Noire sera complètement saturé. En fait, j'ai l'impression de revivre ma fonction antérieure, mais bon, je ne suis plus, et ça va faire plus de 2 ans, mais bon, c'est ainsi. Mais peut-être un jour il faudra faire parler mon successeur. Non. Mais pour l'histoire, Pointe-Noire, ce n'est pas le port actuel. Oui. C'est à peu près à une dizaine de kilomètres, en allant dans la direction du Kouilou, du fleuve Kouilou. Oui. Je vais vous dire une chose, c'est que le site qui a été retenu
est un site qui logiquement était réservé à l'extension du port de Pointe-Noire. Parce que lorsque le port de Pointe-Noire a été construit, il y avait un espace qui était réservé pour faire l'extension du port. Mais malheureusement, cet espace a été occupé par les habitations et la population. Et donc, il y a quelques années auparavant, on a décidé d'exproprier. Non, pas d'exproprier, de retenir un espace qui avait une surface, si vous voulez, une longueur de 7 km de côte maritime, et puis, grosso modo, 32 km². Oui. Bien. Mais avant de faire ce choix, je peux vous dire que nous avons bénéficié de l'appui de Paul Romer, qui travaillait en même temps pour l'économie de l'île Maurice. Donc Paul Romer qui a été un proche collaborateur de Tony Blair, qui a fait en sorte que... Non, il était à la Banque mondiale plutôt. Paul Romer, qui vient d'avoir le Nobel d'économie, qui était à la Banque mondiale. Et celui qui a été le collaborateur de Tony Blair, c'est Peter Mandelson, qui a été commissaire européen. Donc vous voyez à quel niveau se situait, si vous voulez, notre réflexion. Et c'est donc avec Paul Romer qu'on s'est retrouvé jusqu'à Madingukai. Voilà. Parce que lorsqu'on a vu l'entrée, l'arrivée du fleuve Kwilu dans l'océan, on a pensé au Potomac, aux États-Unis. Mais construire une zone, ça commence par mettre en place des infrastructures. Oui. Emmener l'eau, l'électricité, surtout l'électricité, le téléphone, le numérique. Les moyens de communication, les routes. Exact. Et lorsque on voit la distance de Madingukai, on évalue le coût de construction et de transport de toutes ces infrastructures. Dans un premier temps, ça aurait été vraiment énorme. Donc on s'est dit, on va s'arrêter à une douzaine de kilomètres de Pointe-Noire, et tout le long de la côte, eh bien, les choses pouvaient progressivement évoluer. Voilà. Donc, un peu comme par bloc. Et donc, c'est dans cet esprit que l'étude a été faite. La même chose pour Brazzaville, qui a été positionnée du côté de Maluku. Donc, c'est le point de départ qu'il faut absolument espérer voir se réaliser. D'accord. Ça c'est bien. Tout à l'heure, vous parliez des voies de communication. En fait, quand on essaie, puisque vous vous inspirez beaucoup plus de la Chine et de l'île Maurice, c'est ce que j'ai même essayé de voir au niveau du site internet du ministère des Zones économiques spéciales. Quand on regarde le chemin de fer du CFCO, on sait très bien que ça a été construit par les colons jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis que nous avions eu l'indépendance, depuis que le Congo-Brazzaville est devenu un État indépendant, le Congo n'a jamais pensé construire un autre chemin, une autre route de chemin de fer. Parce que quand on essaie de voir Pointe-Noire vers Mbinda, et Mbinda d'Olizy vers Brazzaville, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'État congolais, ou bien qu'est-ce qui a toujours empêché l'État congolais de construire aussi des chemins de fer vers la Likumu, la Bouenza, les plateaux, la cuvette, jusqu'à Infondo, Betou, Ouisso? Cher ami, le ministre Émile Ousso avait, il y a quelques années, conclu un accord avec la Corée du Sud, justement pour lancer un chemin de fer qui allait s'étendre, dont le réseau allait s'étendre jusqu'à la partie nord du pays. Mais pour réaliser cela ne peut pas se faire en 2-3 années. Et tout ceci doit également intégrer un processus économique ou de construction économique. Et vous avez raison de parler du chemin de fer, parce que en dehors du transport fluvial, eh bien, c'est le moyen de transport le plus bas au monde. Et donc,
notre position géographique permet qu'il y ait un caractère multimodal au niveau des transports. Donc autour du chemin de fer, le Congo a la possibilité de faire en sorte qu'il y ait l'aérien, le chemin de fer, la mer, le fleuve et la route. Bien. Dernièrement, je crois qu'il y a un accord qui a été, je crois, signé avec la Chine pour pouvoir engager la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan. Est-ce qu'on peut avoir deux Je pense que dans un premier temps, vous connaissez les Chinois et la rationalité économique voudrait commencer d'abord par l'existant, le réhabiliter, investir pour sa réhabilitation. Et lorsque le projet se mettra à fonctionner, eh bien, générera des revenus économiques. Et à partir de ces revenus, eh bien, on investit à nouveau. Oui. Voilà. Pour sortir, si vous voulez, de ce qui, quelque part, fait que nous avons parfois du mal, non seulement à lancer des projets, ou bien quand ils sont lancés, eh bien, à les maintenir ou à les rendre viables. C'est cette propension que nous avons à ne pas avoir un calcul rationnel, économiquement parlant. Donc, point de départ, accord pour la réhabilitation, et ensuite, dans sa gestion, je ne sais pas si ce sera un BOT ou une autre forme, eh bien, la rentabilité économique du projet pourra permettre à ce que d'autres évolutions puissent voir le jour. Voilà. D'accord. Une autre question, toujours dans les zones économiques spéciales. Décidément. Oui, effectivement, c'est parce que j'aimerais vous dire que j'ai fait mes études secondaires, comme on dit ici au Canada. En fait, le lycée, je l'ai fait à Pointe-Noire. Et en fait, l'université à Brazzaville. Alors, je n'ai jamais voulu aller faire mes études à Brazzaville si nous avions, par exemple, une université à Pointe-Noire. La question que j'aimerais vous poser et que beaucoup de Pontenégrins se posent, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous avez été en Chine. C'est vrai, vous êtes allé dans plusieurs villes et vous allez remarquer que dans chaque chef-lieu de province et même quelques villes qui sont autour de chef-lieu, il y a toujours des universités. Même ici au Canada, dans le Québec, nous avons plusieurs universités dans plusieurs villes. Qu'est-ce qui fait que pendant que vous étiez ministre, certainement dans votre projet des zones économiques spéciales, que vous n'ayez pas pensé à construire une université dans une capitale économique, là où vient en fait le plus gros du budget du Congo? Ben justement, comme je vous ai dit que... Non. En fait, la zone économique spéciale, dans, si vous voulez, sa définition plus ou moins approximative, c'est arriver à faire en sorte que de nouvelles villes émergent, mais autour de zones industrielles. Une zone industrielle, comme on le voit un peu partout, c'est un endroit où les gens vont travailler et puis ils ressortent, ça se trouve plus ou moins en banlieue, et on repart à 20-30 km de chez soi. Ça, c'est de manière classique, on le voit en France, ici aux États-Unis. Mais le concept des zones économiques, c'est de fixer le monde. C'est-à-dire, on crée des zones industrielles, mais qui deviennent une zone économique spéciale. Pourquoi? Parce que autour de ces zones économiques, de ces zones industrielles, eh bien, on construit une ville. C'est-à-dire université, cinéma, théâtre, bien sûr des maisons d'habitation, quartiers résidentiels, terrains de sport, hôpitaux. Donc, dans la vision de l'époque, comme je l'ai dit en entrée d'émission, c'était faire en sorte que la zone économique spéciale de Pointe-Noire, qui aujourd'hui a une superficie de 32 km, 32 km que j'ai fait à pied lorsqu'il a fallu faire le bornage et la délimitation de la zone, mais en fait c'est le Pointe-Noire du XXIe siècle qui se construit, parce que dans la planification, on prévoit tout cela. C'est une ville complète. Tout comme
Oyo-Lombo, Oui. Brazzaville et Ouessou. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, notre pays souffre d'une absence d'intégration nationale, parce qu'il y a l'histoire, il y a le poids, j'allais dire, de la prison ethnique, etc. Et donc, à l'époque, le président pensait que pour briser cela, il fallait créer une intégration économique du pays. Et à partir de là, les populations peuvent naître, se rencontrer, aller vivre et travailler ailleurs. Donc, une fois de plus, c'était sur papier. Maintenant, il faudrait que ça se fasse. Voilà. Mais ça, c'est maintenant la mission, la mission du ministre Mokoki, mon aîné Mokoki. D'accord. Voilà. Alors, tenant compte de votre expérience dans les zones économiques spéciales, nous avons remarqué aussi qu'aujourd'hui, vous êtes, mais vous avez été invité dans plusieurs investitures. Je parle ici de l'investiture du président de Libéria, George Weah, l'investiture aussi, je ne sais pas, de l'UDPS, au niveau juste à côté, au Congo-Kinshasa, et aussi, je crois bien, vos relations que vous avez souvent avec Guillaume Soro. Et qu'est-ce qui vous lie souvent avec ces gens-là? Est-ce que c'est toujours dans le cas des zones économiques spéciales? Est-ce que c'est pour dire que d'autres pays africains qui n'avaient pas encore, ou bien qui n'ont pas encore cette expérience des zones économiques spéciales, veulent profiter de votre expérience pour développer aussi leur secteur? Est-ce que s'ils veulent en fait vos services, vous consulter, est-ce que le Congo est un modèle en matière de zones économiques spéciales pour pouvoir au moins avancer dans ce sens-là? Bon, ici, je voudrais quand même dire une chose. C'est si je suis sollicité au Libéria, appelé en Côte d'Ivoire, Monsieur Guillaume Soro, oui, chez Guillaume Soro, au Cap-Vert et à Kinshasa, c'est parce que le président, a cru en moi et m'a responsabilisé. Et à ce niveau-là, sans le savoir, je me suis donné à corps perdu. Et c'était suivi à l'extérieur. Voilà. Et donc, lorsque ma mission se termine, je me suis retrouvé effectivement par des connexions invité au Libéria, où là j'ai pu effectuer 3 voyages, où j'ai travaillé avec le ministre des Finances de l'époque, qui s'appelait M. Samuel Tuea, que je salue. Et bien sûr également le président Weah. Mais ce qui m'avait emmené là-bas, c'était d'abord, oui, j'étais sollicité, mais pour moi, j'estimais que le président Weah, en tant que sportif, footballeur, nous avait rendu fiers, parce qu'à l'époque j'étais étudiant à Nancy, et ce qu'il faisait nous rendait fiers. Et je pensais que ma meilleure façon de rendre cette reconnaissance, c'était de partager ma petite expérience avec son pays. Voilà. Oui. La même chose au Cap-Vert. Donc ce qu'il y a d'intéressant, il faut savoir, c'est que l'Afrique aujourd'hui veut réfléchir à partir de ses propres paradigmes. Oui. L'Afrique veut réfléchir à partir de différentes expériences de ses fils et filles. Et donc, ce que j'ai fait a eu un petit retentissement à l'extérieur. Et donc, voilà pourquoi j'ai été au Libéria. Ensuite, Guillaume Soro, c'est un homme, un ami, un frère, dont j'ai beaucoup d'affection. Et aussi beaucoup d'admiration. Pardon ?
qui voudrait aussi devenir président de la Côte d'Ivoire. Bon, jusqu'ici, il n'a pas encore dit qu'il voulait être candidat à l'élection présidentielle, mais on le sent venir. Vous le sentez venir? Oui. Mais je pense qu'il en a le droit. Oui. Et je crois aussi que, vu son parcours, il a moins de 50 ans, d'aucuns disent qu'il a le temps de voir venir ou d'attendre. Mais quoi qu'il en soit, ma conviction, en le côtoyant, c'est un homme qui compte et qui comptera dans l'histoire politique actuelle et à venir de la Côte d'Ivoire, comme d'autres aussi en Côte d'Ivoire. Donc de ce point de vue-là, je ne me fais pas de soucis. C'est un homme qui, très jeune, a montré qu'il avait quand même les épaules assez larges pour faire face à un certain nombre de situations qui n'étaient pas du ressort de tout le monde. Voilà, donc souvent, je vais le voir, c'est une discussion, c'est parler, c'est échanger, mais ce que j'apprécie chez lui, c'est une volonté et une vision de réinventer le panafricanisme, voilà, qui a fait la force des Nkrumah, qui a fait la force de la Côte d'Ivoire et du Houphouët-Boigny. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est cette ouverture. Voilà. Maintenant, au niveau de la RDC, vous savez, Brazzaville, Kinshasa, c'est deux capitales les plus rapprochées du monde, c'est la même unité humaine, c'est le même pays. Et donc, je suis un peu connu. Et donc, mon frère Jean-Marc Kaboun, premier vice-président aujourd'hui du Parlement, de la RDC, secrétaire général de l'UDPS, président par intérim par rapport au fait que le président Félix Tshisekedi ne peut pas présider aux destinées de ce parti, m'avait fait venir, voilà, m'avait invité pour que j'assiste, et j'en avais également émis le souhait, à la première rencontre qu'il allait faire avec sa base, comme on dit, suite, c'est Fachi, comme on dit, qui a inventé ce mot, voilà, suite à son élection au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et donc je me suis retrouvé à Limété, dans ce lieu vraiment mythique, où j'ai senti, j'allais dire, l'énergie et le poids, la dimension de l'histoire de ce lieu où, voilà, Tshisekedi père a mené quand même, voilà, la bataille, comme on dit, pour la démocratisation de son pays. Donc, le sentiment que j'ai eu par rapport à cette alternance qui s'est produite à Kinshasa, en RDC, je crois qu'il faut ici saluer le président Kabila. Oui. Voilà, le président Kabila, dont j'ai été, je crois, 3 fois ministre accompagnateur. Quand il est venu pour la première fois à Brazzaville, le président Sassou m'avait désigné comme ministre accompagnateur. J'étais très jeune, et il est toujours d'ailleurs, d'une certaine manière. Mais je sentais, par son attitude, un homme qui ne parle pas beaucoup, assez taciturne, mais qui écoute énormément. Bon, je sentais, je crois, un homme qui voulait marquer l'histoire de son pays d'une certaine manière. Donc, tout n'est pas parfait, mais vous savez, la construction démocratique, c'est pas un long fleuve tranquille. On a tous craint que les choses se passent mal, on a tous craint que les choses dégénèrent, mais je crois qu'il faut féliciter tous les acteurs politiques, que ce soit Bemba, Fayoulou, voilà, tout le monde. Nouvelle génération également, Katumbi, etc., d'avoir à un moment donné compris que même s'il y a contestation,
Il fallait pas mettre nous le ne pays. pouvons pas verser Du sang. dans la violence. Et ça, c'est une chose qu'il faut mettre à l'actif de toute la classe politique de la RDC et plus encore au peuple frère de la RDC. Mais je pense que le géant est de retour. C'est qui le géant en La question? RDC, Ah, la RDC. D'accord. qu'on a considéré par le passé comme étant un géant pied d'argile. Oui. Mais je crois qu'il est de retour. Et ce pays va, je crois, naturellement retrouver sa place D'antan. de leadership économique au niveau de l'Afrique centrale et je dirais même de l'Afrique tout entière. Voilà pourquoi nous qui avons le privilège d'être à côté de ce pays, c'est tout à notre avantage. Et voilà pourquoi il faut saluer l'idée de ce pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, même si c'est logique, c'est normal, c'est naturel. Il y a quelques réticences au niveau du Bas-Congo. Bas-Congo, oui, parce que c'est un manque à gagner pour l'économie. C'est ce qu'ils considèrent, mais c'est ce qu'ils pensent, mais c'est légitime. Mais je crois qu'il faut mettre en place une sorte de think tank qui réunirait les experts de la RDC, du Congo, de la BAD, de la CEMAC, Oui. de la CEAC, pour que l'on mette en place, si vous voulez, un argumentaire économiquement démontré et prouvé que ce pont va créer un écosystème entre nos deux pays, va créer une espèce d'effervescence économique. Il ne s'agit pas seulement de la RDC et du Congo. Il faut voir tous les pays qui sont à l'est de la RDC. Oui. Donc c'est toute une construction économique qui se retrouve pensée, réfléchie et déclinée dans le NEPAD. Ce n'est pas une construction sortie de néant. C'est l'une des composantes essentielles du NEPAD, parce que vous savez, au niveau de l'Afrique, on a défini 9 corridors, parce que vous savez, l'économie, c'est synonyme de circulation des hommes, des biens, des marchandises, de l'information, etc. Oui. Donc, l'Afrique a en principe 9 corridors autour desquels toute son économie devrait être construite. Et donc, ce pont route-rail intègre un corridor qui part du Tchad, Oui. qui va jusqu'en Tanzanie. Oh, Voilà. c'est loin. Mais c'est ça, j'allais dire, l'avenir économique de l'Afrique. Il n'y a qu'apparemment les Africains qui, quelque part, ne comprennent pas. Tout le monde dit l'avenir économique du monde, c'est l'Afrique. Et moi, je pense que c'est le présent économique du monde. Et c'est là que nous devons, entre guillemets, prendre notre destin en main. Et ça, cette prise en main de notre destin économique ne peut se faire et ne peut pas se faire sans vous, sans cette bon, comme on dit aujourd'hui, cette diaspora qui pour moi est une ressource humaine qui peut nous permettre très vite de nous retrouver opérationnel dans la compétition industrielle, la compétition économique du monde. D'accord. Alors, on va essayer un peu d'aborder maintenant les questions d'ordre politique, puisque vous avez parlé de la diaspora. Ouais. Et je sais que la relation que le gouvernement congolais a avec la diaspora congolaise, je parle ici pas de la diaspora non politique, mais la diaspora politique, c'est-à-dire les hommes politiques qui sont au niveau de cette diaspora et qui font la politique. Là, les relations ne sont pas souvent en bons termes, puisqu'il y a des critiques tous les jours et tout. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que, je ne dirais pas
leader politique, puisqu'actuellement, je sais que vous êtes toujours membre du Parti communiste du du comité travail. central du Parti communiste du travail, oui. Et qu'est-ce que vous pouvez faire quelles sont les concessions que le pouvoir en place est prêt à faire envers ces hommes politiques, ceux qui se disent des hommes politiques de la diaspora, pour essayer un peu de trouver un consensus de façon à ce que ceux ou bien les Congolais qui sont dans la diaspora, qui ont certainement de l'expérience, qui veulent investir, faire avancer le pays ensemble, qu'on puisse avancer. Parce que ce qu'on reproche au pouvoir de Brazzaville, c'est de considérer cette diaspora comme des concurrents, comme des ennemis. Voilà. Bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce niveau-là? Que puis-je faire, moi, à titre personnel? C'est trop me demander. C'est trop me demander. Vous savez, quand j'étais ministre de la Communication, j'allais souvent... il m'arrivait d'aller en France, et quelle que soit la ville dans laquelle je me retrouvais, je faisais tout pour rechercher un endroit où les Congolais se rencontraient. Oui. Je l'ai fait à Bordeaux, etc. Paris, c'est facile, vous avez la gare du Nord, Montchouka, etc. Bon. C'était pour pouvoir créer un lien. Parce que moi-même, je peux dire que je suis de la diaspora, parce que quand je quitte la France pour rentrer dans mon pays, j'ai acheté mon billet. C'est un vol charter que j'ai pris, et le billet, je l'ai acheté sur 3-4 mois, parce que je n'avais pas les moyens nécessaires. Donc je comprends quelque part les attentes et les reproches de ceux qui sont à l'étranger. Pas forcément sur le plan politique. Des gens formés, qui sont partis et qui voulaient revenir dans leur pays. Voilà. Bon. Trouve un peu des complications, des bâtons dans les roues pour investir. Exact. Au plan politique, je pense que de part et d'autre, il nous faut arriver à définir une sorte de socle idéologique ou de socle qui permet d'asseoir une vision, un programme. Malheureusement, d'une manière générale, toutes les forces politiques de notre pays n'ont pas encore fait cet effort de construction d'un corpus de vision ou d'un corpus idéologique. Nous apprenons que tel ou tel parti, social-démocratie, y compris le mien, nous devons sortir de ce que j'appellerais une sorte de syndrome de la dénonciation facile. Le syndrome de la critique pour la critique, sans faire des propositions. Le syndrome, j'allais dire, d'une sorte de culture de la radio-trottoir. Et ne pas se regarder en ennemi, carrément. C'est un peu en chien de faïence. Et on ne s'improvise pas homme politique. Et je sais que la toile, les réseaux sociaux donnent cette facilité de liberté. C'est une bonne chose d'expression, d'émission d'idées. C'est vrai. Mais assumer des responsabilités au nom de l'intérêt général et au nom de l'avenir, ce n'est pas facile. Je viens de passer 15 ans, je peux vous dire que je ne peux pas estimer qu'aujourd'hui je suis apte à saisir tous les contours, tous les aspects délicats de la gouvernance d'un pays.
Ce qu'il faut retenir, à mon sens, et c'est ce que j'essaie de faire à Brazzaville. J'ai des aînés qui sont à l'opposition que je vais rencontrer, que je vais voir, mais ça m'a même valu un certain nombre de suspicions. Et bien sûr, je crois que vous avez vu sur la toile une fiche de la DST qui a été construite, écrite, etc. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Mais lorsque vous êtes en accord avec votre conscience, en accord avec votre morale, et que vous savez que la morale est de votre côté, voilà, ça passe. On se reproche de rien. Nous devons parler. Sous quelle forme? Je n'en sais rien. Et moi, qui suis effectivement, comme vous dites, du pouvoir, de la majorité, je ne peux pas le nier, parce que lorsqu'on a fait 3 campagnes de Denis Sassou Nguesso, qu'on a été 15 ans au gouvernement, pour des raisons d'éthique personnelle, on ne peut pas ne pas se reconnaître à la fois en responsabilité ou responsable de la situation actuelle. Alors, comme on dit dans nos traditions, celui qui porte le panier des œufs ne cherche pas la bagarre. Voilà. Donc, je sais qu'il y a des passerelles, il y a des échanges, il y a des rencontres, parce que nous sommes tous des Congolais, et nous avons tous conscience de la situation actuelle de notre pays sur le plan macroéconomique. Et moi, je ne désespère pas qu'à un moment donné, le président puisse décider de faire preuve de transcendance. Et nous avons besoin tous de transcendance, parce que ce qui se joue actuellement, c'est l'avenir des générations actuelles et qui vont pouvoir vivre les 10, 15, 20, 30 prochaines années de notre pays. Et dans 30 ans, peut-être que moi je ne serai plus là, mais vous serez encore là et vous pourrez témoigner. Merci beaucoup pour cette question. Nous allons aborder certainement la question, je ne sais pas si c'est une question fâcheuse, mais question que le PCT est en train d'aborder ces jours-ci et qui a suscité aussi beaucoup de débats, beaucoup de critiques au niveau de la diaspora politique. Je fais toujours la différence entre la diaspora simple et la diaspora politique. C'est le fait que c'est l'épineux problème de cette élection 2021 qui arrive. Je vais certainement poser des questions au niveau questions relatives aux élections primaires, telles qu'on le voit au niveau de la France, au niveau des États-Unis, au sein même du parti politique. Les gens peuvent se retrouver, aller aux élections primaires pour désigner celui qui représentera le parti pour les élections présidentielles. Mais ce que nous remarquons, c'est un constat d'ailleurs que personne ne peut nier, au niveau du Congo-Brazzaville, on sait bien que c'est le président Sassou est là, et les Congolais disent que il se peut que le PCT devienne un parti familial. Dans ce sens où, après le président Sassou, ça sera son fils, M. Kiki, qui va prendre le pouvoir. Et les mêmes faits, on l'a remarqué au niveau de la RDC, où après, en fait, au sein de l'UDPS, après le père Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, c'est maintenant le fils qui a pris le pouvoir, on voit la même chose au niveau du Gabon. Donc, c'est un peu un phénomène qui s'est généralisé au niveau de l'Afrique centrale, mais qui n'est pas certainement au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est un peu différent. Alors, est-ce que, au niveau du PCT, dans votre parti politique, est-ce que vous allez organiser les élections, les primaires? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est l'épineux problème des listes électorales. Parce que nous avions vu qu'en 2016, ça a créé des problèmes. Parce que sur quelle base est-ce que le Congo, le gouvernement congolais, va préparer les élections de 2021? Est-ce que les recensements ont été faits pour pouvoir organiser ces élections et éviter en fait ce qu'on appelle par les crises post-électorales. Exact. Bon, d'abord, en ce qui concerne le Parti congolais du travail, ce parti est en fait la matrice, j'allais dire, de tout le leadership politique du Congo. C'est
cet éclatement ou des dissidences qui ont vu le jour après la conférence nationale. Mais c'est la vie politique, cela. Primaire. Les primaires, le principe avait été retenu au niveau du Parti congolais du travail concernant la désignation des candidats aux élections législatives. Peu ou prou, on l'a fait avec plus ou moins de succès. Primaire au niveau de la candidature du Parti congolais du travail aux élections présidentielles, à ce jour, cela n'a jamais été fait. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un dirigeant qui dirige le pays et qui, de par sa stature, son expérience, il n'y avait pas photo. C'est Denis Sassou Nguesso. Donc, de 2002 à aujourd'hui, franchement, il n'y avait pas quelqu'un au sein du parti qui pouvait envisager se retrouver en compétition avec Denis Sassou Nguesso en termes de primaire. Ça va de soi. C'est un peu comme à l'époque le RPR, à l'époque de Chirac, l'UMP à l'époque de Sarkozy. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est charismatique, qui supplante tout le monde et qui fait l'unanimité. Donc voilà, c'est une évidence. Bien. Vous me dites les élections de 2021. Parlez, vous faites un parallèle entre ce qui s'est passé au Gabon et la RDC et Brazzaville, notamment en parlant de Denis Christel Sassou Nguesso, qui est membre du bureau politique, qui est le fils du président de la République. C'est un citoyen, comme tous les autres. Oui. Il y a des exigences, il y a des droits et des obligations. Il faudra qu'il les remplisse, c'est tout. Je n'ai pas moins d'a priori. Si Félix Tshisekedi a été élu président en RDC, c'est parce qu'au niveau de son parti, il a fait l'unanimité et puis il a rempli les conditions pour accéder à la magistrature suprême à travers un scrutin. Donc, il n'y a pas une espèce de tare a priori ou de déterminisme a priori sur les enfants, les fils, les filles. L'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est un autre problème. Oui. Je vais vous dire une chose. Vous voyez, celui qui dirige Singapour actuellement, c'est le fils de Lee Kuan Yew, qui est le père de Singapour. Vous voyez, mais il a rempli les conditions en termes de capacité, de leadership, etc. Ramgoolam, que j'ai rencontré à l'île Maurice, mais c'est le fils de Ramgoolam père qui a pensé l'île Maurice. Donc ils ont rempli les conditions. Donc ça n'en fait pas, j'allais dire, des citoyens privilégiés de première zone, et encore moins, au plan politique, et encore moins des citoyens de seconde ou de troisième zone au plan politique. C'est un camarade. Si il a cette ambition, je crois quand même avoir entendu une déclaration de sa part qui disait qu'il ne sera pas candidat, et qu'il souhaitait que ce soit le président de Denis Sassou Nguesso qui le soit. C'est une déclaration que vous pouvez retrouver. Donc pour moi, la question ne se pose pas. Il ne sera pas candidat compte tenu de sa déclaration. Et ensuite, si un jour il a cette ambition, ce sera dans ses droits. Mais il faudra remplir les conditions. On est en démocratie et il faudra convaincre. Donc il n'y a pas comme ça une sorte de transmission, j'allais dire, de père en fils du pouvoir. Voilà. Donc maintenant, ce qui concerne ce que vous dites sur les listes électorales, le fichier électoral, etc., vous avez raison. La construction démocratique est un processus à long terme. Il faut éviter qu'il y ait des éléments qui pourraient apparaître comme des goulots d'étranglement ou des points qui pourraient faire émerger ou apparaître ou naître des crises inutiles. Il faudra regarder cela de manière consensuelle. Il est indispensable que nous ayons aujourd'hui dans notre pays la force d'aller vers les consensus. Vers les consensus, parce que nous avons quand même souffert d'un certain nombre de situations qui se sont transformées en tragédies parce que les uns et les autres, on a fait preuve d'une forme de jusqu'au-boutisme et qu'on a oublié qu'il n'y avait pas mieux que le consensus et la transcendance pour bâtir un pays.
Parlons un peu toujours des élections présidentielles. Je ne sais pas si ce serait certainement la dernière question ou bien l'avant-dernière question. Nous avons assisté aux élections de 1992 qui avaient opposé en fait la plupart des candidats, dont il y avait 3 grandes têtes. Je parle ici du président Sassou, de l'ancien président Pascal Lissouba et de l'ancien président du MCDD, M. Bernard Kolela. À cette époque, nous avions vu et nous avions constaté, c'était certainement l'unique élection où nous avions vu qu'il y avait un débat entre les candidats, c'est-à-dire les finalistes de l'élection présidentielle. Il y a eu le débat entre M. Pascal Lissouba et M. Bernard Kolela. Et les Congolais aujourd'hui, c'est ce que j'ai lu un peu dans les réseaux sociaux, et ce que les Congolais se plaignent surtout, c'est que depuis l'arrivée du président Denis Sassou Nguesso, depuis son retour au pouvoir, depuis en fait toutes les élections présidentielles qu'il organise, il n'y a jamais plus eu des débats entre les candidats à l'élection présidentielle où chacun pourrait présenter son projet, c'est-à-dire défendre son projet de société face à face. Ça n'a jamais existé. Qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que pour les élections de 2021, nous allons pouvoir certainement assister à ce phénomène ou pas? Moi, je n'ai aucune responsabilité. Oui. Je ne peux pas vous dire ce qui se fera. Bien. Moi, je peux vous dire que en 2002, vous savez ce qui s'est passé lorsqu'on a annoncé les résultats avec le président Milongo, père son âme, je ne vais pas revenir sur cela. En 2009, en face, il n'y avait pas une grande diversité de candidats. Il y avait, je crois, mon grand frère Kinyumbi. Et en 2016, il y a une chose que j'ai trouvée assez intéressante. C'est que la télévision nationale a permis à tous les candidats de passer et décliner leur projet de société. Ou d'ailleurs, un certain nombre de choses assez fortes ont été dites et parfois même de façon discourtoise. C'est un processus. C'est un processus. Et en 2016, grâce à une chaîne panafricaine, il y a eu quand même des débats entre différents porte-paroles des différents candidats à l'élection présidentielle de 2016 et moi-même, j'ai participé à ces débats au niveau de cette chaîne et notamment de plateau. Donc je pense que au fur et à mesure que nous avançons, eh bien, cette aptitude, cette culture du débat, qui doit être un débat courtois, c'est ça aussi, un débat courtois, dépassionné, responsable, peut et devra se faire. Même la France, on est arrivé à cette culture de débat. À l'époque de Jean de Gaulle, il n'y en avait pas. C'est lorsque le premier débat a eu lieu entre, je crois, François Mitterrand et Giscard d'Estaing. Voilà, Giscard d'Estaing, et ainsi de suite. Donc, mais la France, c'est 300 ans d'existence, si j'ose dire. Le Congo, c'est une 50aine d'années d'existence, avec une 20aine d'années de pratiques démocratiques tumultueuses, avec des leaders politiques qui manipulent les appartenances ethniques, etc. Donc je pense que, au fur et à mesure que nous allons avancer, grâce à des vecteurs de communication comme ce que vous faites, comme les vôtres, eh bien, je crois qu'on peut arriver à ça dans la façon la plus, j'allais dire, pédagogique, tranquille, évidente, à des débats. Mais ça arrivera forcément. Et je crois aussi, ça va pouvoir pousser, et ça c'est une réflexion générale, à tous ceux qui aujourd'hui estiment être des hommes politiques, mais on ne peut pas être un homme politique sans avoir la capacité d'exprimer sa vision, de décliner sa vision, de dire son point de vue. Et ça, au niveau du personnel politique congolais, ce n'est pas encore
courant. Mais les opposants reprochent souvent de ne pas leur donner assez de parole au niveau de la chaîne nationale qui est dans le Congo. Écoutez, moi, quand j'étais ministre de la Communication, il y avait ce travail qui se faisait de manière, comment dirais-je, équitable. Mais d'après notre loi sur la liberté d'expression, la communication, l'injure est proscrit. Voilà, et donc il arrivait que certains éléments ne passent pas parce que il y avait quand même un certain nombre de propos qui n'étaient pas. Mais une fois de plus, c'est un processus. Mais au-delà même des opposants, moi je peux vous dire, sans les citer, qu'il est arrivé que la chaîne nationale programme des débats avec des leaders de l'opposition et pas des moindres, où modestement je me présentais, eh bien, ses frères ne venaient pas débattre. Voilà, vous pouvez vous renseigner au niveau de la télévision nationale, joindre celui qui a été à l'époque directeur d'information, qui est aujourd'hui collaborateur du secrétaire général du Parti congolais du travail. Donc, il y a ce qui se dit et il y a la vérité. Je rêve, moi, un jour, qu'il y ait des débats contradictoires entre acteurs politiques du Congo, comme cela se fait en RDC. Et je peux vous dire que si ça n'a pas dérapé en RDC, c'est parce qu'il y avait une diversité du débat, une diversité d'expression des idées. Pour l'intérêt national. Au niveau de la presse audiovisuelle de la RDC. Et je vais vous faire une confidence, une conviction personnelle. Si nous avions eu, lorsque il y a eu l'idée du changement de la Constitution, et moi j'ai défendu ce changement et je l'assume, si nous avons eu un débat contradictoire entre les différents acteurs, opposition et majorité, on n'aurait pas connu la crise, la violence que nous avons vue à Bakongo, Makelekele et Diata. Pourquoi? Parce que moi, je n'étais plus au gouvernement, mais je me suis déplacé. Lorsque j'ai vu qu'il y avait des tentatives de marche, le 21 octobre, j'étais à Bifouiti. Je me suis retrouvé à Terenkyo face à la foule des jeunes. Et d'un autre côté, il y avait les forces de l'ordre. Je suppliais ces jeunes de ne pas être, de ne pas servir de chair à canon. Le 22, j'étais à Makelekele. Parce que, j'ai été appelé. Le 23, j'étais à Diata pour essayer de parler avec les jeunes. Mais je n'étais plus au gouvernement. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai moi-même vu ce que j'ai subi lorsque j'étais un citoyen lambda. Les hommes politiques qui ne s'entendent pas et on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est la population qui... Ça dégénère et sont les populations qui payent. Et moi, devenu acteur public, même, j'allais dire, éjecté du gouvernement, j'estimais que historiquement, moralement, j'avais le devoir d'aller face à ces jeunes. Et cette violence, à mon sens, a eu lieu parce qu'il n'y a pas eu de débat. Moi, j'ai fait des descentes à Potopoto, à Nkombo, à Masengo, à Bakongo, à Bababoum, pour débattre avec les populations sur le changement ou non de la Constitution. Écouter les populations. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Les acteurs politiques tirent les ficelles, ne montent pas au créneau pour dire « je lance un appel au débat ». Ils ne le font pas. De part et d'autre, majorité, opposition, parce qu'il n'y a pas de culture du débat. Et l'absence de culture du débat laisse la place
à la à violence. toutes les dérives. Oui. Comment canaliser les aspirations en faveur ou en défaveur des populations si vous, les acteurs politiques, vous n'êtes pas capables d'aller sur les plateaux au nom des courants que vous représentez, débattre en fonction des attentes, aspirations, craintes, reproches de ceux que vous êtes censés représenter. C'est une jungle. Voilà pourquoi, moi je pense, et je voudrais dire une chose, c'est que il va falloir que les hommes dits politiques de notre pays deviennent véritablement des hommes politiques, c'est-à-dire, je suis député, directeur, cadre d'un parti, ministre, etc. Il faut que j'aille au débat. Il ne faut pas fuir le débat. Sinon, nous sommes des rentiers de la vie politique. Nous ne sommes pas des hommes politiques, mais des rentiers de la vie politique. Des gens qui vivent de la politique, mais qui ne la font pas. Parce que faire de la politique, c'est être en connexion avec l'univers subjectif des populations que vous êtes censé servir, représenter, connaître les problèmes, apporter les solutions, Oui. améliorer la Leurs vie. conditions de vie. Expliquez, même quand vous ne pouvez pas faire, pourquoi vous ne pouvez pas le faire. Et quand pourriez-vous le faire? Mais si vous êtes dans une espèce de mutisme, et vous êtes censé assumer des responsabilités, et vous êtes dans vos tours d'ivoire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous laissez libre cours à toutes les possibilités. Or, dans les pays modernes, on le voit, on ne peut pas être acteur public, directeur général, ministre, si on n'est pas capable de passer à la radio et à la télévision pour décliner sa vision, expliquer sa politique ou défendre sa position. Donc, au-delà de ce que vous dites, mais il faut d'abord que cette culture de débat s'imprègne dans tout le pays. Et ensuite, on la retrouvera au plus haut niveau et au moment le plus, j'allais dire, le rendez-vous le plus important de notre pays, au plan politique, l'élection présidentielle. Donc on aura demain, dans le pays, des candidats à l'élection présidentielle qui pourront faire des débats. D'accord. Merci beaucoup. Une dernière question, certainement, une dernière question, parce qu'on vous voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, vous êtes à Bakongo, à Makelikele, Talangaï, vous faites un peu du sport. Je vis ma vie. Bon, on ne voit pas les gardes-corps à côté et tout. Mais pourquoi voudriez-vous que j'ai des gardes-corps? Je ne suis plus ministre. J'en ai pas besoin. Et même quand j'étais ministre, j'en avais pas besoin. J'emmène mes enfants à l'école, j'assiste aux réunions des parents d'élèves, je vais faire mes courses et je fais mon sport. Les gardes-corps, bon, c'est lorsque vous êtes dans une situation officielle. Mais aucun ministre, j'allais dire, à Brazzaville, n'a été menacé. N'a jamais été menacé. Et vous êtes le seul à le faire. Hein, je n'en sais rien. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je suis un Brazzavillois, comme disait Afara Unzeki, de l'avenue Matsua. Oui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. Voilà. Merci. Et donc, merci beaucoup à tous nos internautes, à toutes les personnes, aux dames, aux messieurs et mesdames qui ont eu donc cette opportunité, ou bien que vous avez consacré votre temps pour suivre cette émission Œil sur la politique. Comme je disais tantôt, vous savez bien sûr que nous avons reçu l'ancien ministre des Zones économiques spéciales, qui est donc M. Alain Akola, ici au Canada, pour son passage, et puis il va certainement rentrer au pays. Je découvre un pays magnifique. Oui, très bien, et nous espérons aussi que la façon dont les Canadiens gèrent le pays, la façon dont l'économie se développe ici, vous allez certainement faire les mêmes choses au pays. Vous savez, mais moi, dans toute la transparence possible. Je prends de l'âge, c'est à votre tour. Si on nous donne l'occasion, bien sûr. Il faut prendre cette occasion. Merci beaucoup, et donc à nous revoir prochainement sur votre chaîne de CGB 24 TV universelle, toujours avec votre émission Œil sur la politique. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. Merci. Merci.